Amour et argent, deux mots qu'il paraît parfois indécent de mettre côte à côte, alors que la réalité nous démontre qu'au contraire, l'argent a une place prioritaire dans les relations amoureuses et familiales. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le sujet du budget familial et de l'argent en général dans les relations amoureuses et familiales. Alors prenez note et installez-vous, car aujourd'hui, Entre nos femmes sera extrêmement enrichissant. Nous allons commencer par donner la parole à notre reine, la reine de ce plateau qui nous a tellement manqué. Elle est de retour et je suis impatiente d'écouter sa voix. On l'écoute donc. Bonjour à tous, bonjour Manuela, bonjour aux téléspectateurs. Vous m'avez également manqué. Situation professionnelle oblige, mais je suis heureuse de vous retrouver sur le plateau de Entre nos femmes également. À ses côtés, quelqu'un que vous reconnaissez, j'espère, car son passage a été vraiment, vraiment extraordinaire. Il est de retour, on va profiter de son temps libre, mais pour ceux qui n'ont pas eu la chance de l'écouter, il va se présenter à nouveau. Bonjour Martina, bonjour la présentatrice. Je suis Yahweh Emile de la paroisse Saint-Louis de Gonzagueville, membre de l'association des familles chrétiennes. Alors, les familles chrétiennes, c'est bien sûr le cadre idéal pour découvrir ce genre de choses. Alors, n'hésitez pas, si vous êtes en couple, à vous rendre dans le live de votre paroisse afin d'avoir plus d'ample informations. Mais pour l'instant, le sujet est lancé. On parle de budget familial. En un mot, c'est quoi le budget familial, Monsieur Yao? Le budget familial, c'est recenser les ressources disponibles de la famille, recenser les dépenses pour pouvoir assumer ces dépenses-là et que la famille doit pouvoir vivre simplement, sainement et que l'équilibre psychologique et sociologique soit maintenu. C'est ce qu'on peut dire du budget familial. La définition est assez claire, n'est-ce pas, Reine? Oui, clair. Mais est-ce que dans la réalité des cas, les familles établissent vraiment un budget familial? Parce que quand on parle d'entreprise, il y a un comptable qui est là, qui place les dépenses, les recettes, les entrées, les sorties. Mais est-ce que dans les familles, ça se passe comme ça? De manière formelle, peut-être non, pour nombreuses familles. Mais dans la pratique, le budget se fait. Parce que pour faire une dépense, il faudrait avoir une ressource. Il faudrait avoir de l'argent disponible pour attribuer à chaque dépense de l'argent. Et donc, dans la pratique, ça se fait, mais de manière formelle, peut-être non. C'est ce que nous pouvons dire. Alors, un point m'a marqué particulièrement dans la définition, les ressources disponibles auprès de monsieur et de madame. Donc, il y a une obligation que la participation se fasse aux deux niveaux. Monsieur comme madame doivent investir dans le budget familial. Oui, parce que nous croyons que la ressource n'est pas que financière. La ressource aussi, c'est du temps. La ressource, c'est de l'écoute. La ressource, c'est la disponibilité. Et c'est tout ça que nous devons mettre ensemble pour pouvoir établir un budget familial. C'est pour ça que nous disons que les ressources viennent de partout. D'accord? Le temps peut être quantifié. Et nous avons l'habitude de dire que le temps, c'est de l'argent. Donc, il faudrait pouvoir se donner du temps pour pouvoir établir un budget familial dans le respect. Dans le respect. Alors, moi, j'ai un sujet qui fâche un peu. Dans l'église, on dit que l'homme est le chef de famille. Donc, la femme est juste une aide. Elle participe. Genre, elle aide un peu, quoi. Sinon, les dépenses, à la base, c'est l'homme qui s'en occupe, n'est-ce pas? Est-ce que cette vision-là est juste? Les frais de la maison sont prioritairement à la charge de l'homme et la femme peut contribuer, ou alors c'est du 50-50, chacun doit apporter à hauteur qu'il peut pour que la maison puisse tourner? Pour que la maison puisse tourner, il faudrait s'aimer véritablement. D'accord? Dans l'élaboration du budget, il faudrait aimer l'autre et vouloir le bonheur de l'autre. Et donc, si nous venons nous asseoir pour faire prévaloir notre orgueil, pour dire que l'homme doit être le chef de famille, l'homme doit pouvoir à toutes les dépenses, je crois que la famille court à sa perte. Parce que il arrive à des moments où la dame peut avoir beaucoup plus de ressources financières que monsieur.
Parce que les 5 doigts de la main n'ont pas les mêmes longueurs. Nous n'avons pas la même connaissance, la même culture, nous n'avons pas les mêmes professions. Et donc, si la dame a beaucoup plus de ressources financières que monsieur, et qu'on dit que c'est le monsieur qui est le chef de famille, qu'il doit pouvoir régler toutes les dépenses de la famille, mais lorsque un arbre fruitier porte que des fruits sur une seule branche, la branche se casse et le dommage est vraiment irréparable. Donc, ne disons pas que c'est le monsieur qui est le chef de famille et qui doit envoyer tout pour pouvoir régler les dépenses de la famille. Si la femme peut plus, elle doit pouvoir contribuer à hauteur de ses capacités, de sa possibilité. Est-ce qu'il n'y a pas un danger que l'homme perde sa place de chef? Est-ce qu'il ne perdra pas l'autorité naturelle qu'il a dans la maison? S'il se met, par exemple, il y a des dépenses qu'on pense être affiliées directement aux hommes, comme le loyer de la maison, par exemple. L'homme qui paye la maison dans laquelle résident son épouse et ses enfants. S'il y a un changement d'attribution des charges, la femme est censée s'occuper de la cuisine, des boîtes d'allumettes, ce genre de petites choses-là. Mais les dépenses clés même sont liées vraiment à l'homme et à son statut de chef. Est-ce que l'homme ne perdra pas cette position de chef-là? Si dans la famille, nous nous aimons véritablement, nous avons tué notre orgueil, que nous sommes assez humbles, je crois que on peut vivre simplement avec ce que madame peut apporter. Le souci, c'est que quand il y a des situations, on a tendance à dire, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ça. C'est ce qui fait que les gens veulent s'attacher à leur statut de chef pour pouvoir faire les dépenses. Mais si jamais dans sa famille, la dame n'aura à dire que c'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ça, en toute humilité, les gens peuvent vivre bien et très bien sur les revenus de madame. Et je crois que ça ne pose pas de problème. D'accord. Moi, je voudrais rebondir sur un point. Enfin, poser un cas pratique. Nous sommes jeunes, mariés, catholiques et tout. Si nous avons besoin de conseils, comment établir notre budget familial? C'est vrai qu'on nous parle de revenus et tout ça, mais bon, on ne s'y connaît pas vraiment. Donc, on part sur quelle base déjà, sur quel genre de calcul pour établir notre budget familial jusqu'à économiser de l'argent? Ok. D'abord, pour des jeunes catholiques, des jeunes chrétiens catholiques, il faudrait remettre tout ça dans la main de Dieu. Il faudrait prier. Il faudrait prier et demander à l'Esprit Saint de nous éclairer. Dans l'établissement du budget familial, il y a le chapitre revenus et le chapitre dépenses. D'accord? Et dans le chapitre revenus, il y a les revenus sûrs et il y a les revenus aléatoires. Les revenus sûrs, c'est le salaire par exemple. D'accord? Le bénéfice d'une activité. Ce sont les revenus sûrs. C'est sur ces revenus sûrs que nous devons bâtir notre budget familial. Dans le chapitre des dépenses, il y a les dépenses obligatoires et puis des dépenses facultatives. Les dépenses obligatoires sont récurrentes, d'accord, répétitives et incompressibles par moment. Quand on parle de loyer, on parle de l'électricité, parce que les dépenses obligatoires, si nous n'avons pas pu honorer ces dépenses, la famille peut vivre des situations un peu désagréables. Par exemple, on n'a pas pu payer la scolarité d'un enfant. Et si nous vivons dans une cour commune, l'enfant est renvoyé. Et l'enfant, depuis la route, dit « Papa, on m'a renvoyé parce que tu n'as pas pu payer ma scolarité. » Donc, dans l'établissement du budget, d'abord, il faudrait se confier à Dieu. Il faudrait être humble et mesuré. Mesuré parce qu'on ne peut pas dire « Demain, j'aurai tel montant. » Demain, j'aurai tel montant et on bâtit un budget sur le demain que j'aurai un montant. Donc, il faudrait bâtir le budget sur les revenus sûrs. Ce que nous avons de disponible et de ce qui sera disponible demain, et c'est sûr. Et les dépenses obligatoires, il faudrait couper, si on peut couper les loisirs,
ou bien les diminuer pour que la famille puisse vivre sainement, c'est mieux. Madame m'a parlé d'économie. L'économie, c'est pas ce que on a pu garder quand on n'a pas dépensé l'argent. C'est pas ça l'économie. L'économie, c'est de prévoir de l'argent pour des projets, pour des vieux jours. Et ça, on met à côté avant de pouvoir faire les dépenses. L'économie, c'est pas ce qu'on n'a pas pu dépenser, non. Mais si on a parlé de pourcentage, le taux pour conserver l'économie, ça doit à hauteur de combien du revenu? L'économiste dit qu'il faudrait garder 10%, 5 à 10% de ce qu'on a à côté pour pouvoir penser demain. Mais ça dépend de notre vie de famille, des charges. On n'économise pas pour mettre en péril la vie de la famille. Quand la vie de la famille doit pouvoir être au-dessus de ce qu'on a à faire demain. On ne peut pas mettre la famille dans la misère pour pouvoir faire quelque chose de demain. Il faudrait pouvoir vivre pour pouvoir réaliser. Et si on veut économiser et qu'on doit pouvoir, on ne va pas vivre, c'est qu'il faudrait laisser l'économie vivre d'abord et puis économiser après. D'accord? Donc on économise en fonction des revenus, des réalités. Voilà. On veut économiser peut-être de l'argent pour quelque chose, alors que dans notre budget, dans nos chapitres de dépenses, on a mis une enveloppe maladie. Et l'enveloppe maladie qu'on a mis dans la famille, quelqu'un est tombé malade et cette enveloppe ne peut pas suffire à soigner la personne. Et donc on ne va pas dire, bon, comme on a prévu 5% ou 10% pour économiser, on ne va pas soigner la personne. On doit utiliser l'argent pour soigner la personne. Parce qu'il faudrait pouvoir vivre, pour pouvoir établir un budget et pouvoir faire de l'économie pour avancer. C'est ce que je peux dire. Alors moi j'ai une question, c'est peut-être avant le mariage, puisque je vois que le budget se fonde principalement sur les revenus sûrs. Donc ça. Deux jeunes qui s'aiment, qui veulent se mettre en règle vis-à-vis de Dieu, mais qui n'ont pas de revenus sûrs, qui ont des revenus alternatifs, aléatoires, voilà le terme bien choisi. Est-ce qu'ils font? Ils ne se marient pas alors? Le mariage n'est pas un rêve. Le mariage n'est pas un rêve. La réalité de famille, ce n'est pas un rêve. Dans l'établissement du budget, il y a des catégories de personnes. Il y a des personnes, ce sont des qui ont des activités peut-être, je peux dire circonstancielles. Il est entrepreneur bâtiment. Il n'est pas dans une boîte pour recevoir un salaire mensuel. Il est manawa en fait. Voilà. Donc, en fonction de ce qu'il a comme marché, il doit pouvoir faire sa prévision, pouvoir faire son budget pendant une certaine période. D'accord? Donc, quand on est un entrepreneur indépendant, on peut se marier. Mais l'argent qu'on a, on doit pouvoir établir notre budget sur une période donnée. Parce que le budget aussi, c'est la prévision. Donc, on a de l'argent maintenant. Quand on a enlevé toutes les charges pour faire notre activité, nous avons le bénéfice. Et par rapport à ce bénéfice-là, nous établissons notre prévision sur une certaine période. D'accord? Jusqu'à ce qu'on ait un autre marché. Voilà. Donc, on peut se marier. Mais les salariés, ça est là. Mais si on est entrepreneur indépendant, le montant qu'on a, nous devons faire notre activité, mais surtout prévoir pour quelques mois déjà, afin qu'on puisse vivre notre vie maritale correctement. Sinon, si nous n'avons rien, je crois que on doit faire beaucoup d'efforts pour avoir quelque chose avant de se marier. Quand on prend Luc chapitre 14, versets 29 à 31, vous voyez, Jésus dit que qui veut bâtir une maison, qui ne s'assoit pas pour calculer et puis pouvoir bâtir la maison. Parce qu'il ne calcule pas, qui se met à bâtir la maison et que demain il n'a pas pu finir la maison, les gens vont se moquer de lui. Il a poursuivi dans ce passage-là pour dire, lorsque tu veux partir en guerre,
Si la personne qui a 10 000 personnes, tu veux affronter cette personne avec 100 000 personnes, il faudrait voir la capacité à affronter la personne et puis à être victorieuse. D'accord? Donc, il faudrait pouvoir prévoir. Jésus nous a même dit, vous voyez, Jésus nous dit dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 14, versets 28 à 31, que nous devons prévoir. Nous devons prévoir. C'est pas très romantique, hein? Voilà. Moi, je voudrais quand même qu'on revienne sur les points clés pour établir un budget familial. Voilà. Fait. On a parlé de la maison, du loyer, on va dire les factures, la nourriture mensuelle. Mais est-ce que prévoir l'argent de poche des parents doit faire partie de notre budget familial, de notre budget, pardon. Ok. Prévoir l'argent de poche des parents fait partie du budget familial. D'accord? C'est même une loi nationale. Mais si moi, je n'ai plus mes parents, je deviens égoïste. Ok. On ne doit pas être égoïste. Voilà. Pour dire que dans la loi, c'est la loi 2019-570 de juin 2019. En son article 48 et 49, qui dit que nous devons la nourriture à nos parents. D'accord. C'est bien clair, hein? La loi est claire. D'accord. C'est une obligation d'un enfant de gérer les parents. Ses parents à lui et ses beaux-parents. La loi est claire. Donc, ça fait partie de notre budget. Et même si le monsieur ou la dame arrive à disparaître, à mourir, s'il y a des enfants, il y a cette obligation d'entretenir les beaux-parents. La loi est claire. Donc, ça fait partie du budget. C'est pas, on doit pouvoir s'aimer, pouvoir voir comment est-ce qu'on doit pouvoir aller en aide. Parce que aider la femme ou bien aider le monsieur, c'est s'aider. C'est ça. Voilà, c'est s'aider. Parce qu'on s'aime, on veut le bonheur de l'autre. C'est l'amour agapé. L'amour qui s'efface au profit de l'autre. Mais si tu dis que moi je suis égoïste, moi je vais m'occuper de mes parents au détriment des parents de ma femme, ça c'est pas église. Ça ne fait pas partie de notre culture de chrétiens catholiques. Donc ça voudrait dire qu'on doit d'abord déclarer les salaires. Si. Ça c'est la base. C'est la base. Bon, est-ce que c'est obligatoire? Non, mais je suppose que si on a établi les dépenses et que chacun a une participation, ça ne peut pas connaître les détails du salaire. Mais on va bâtir, on va faire les chapitres des dépenses sur quel revenu? Sur quelle base? Sur quelle base? Si on ne connaît pas le salaire, sur quelle base on va bâtir? Bon, de manière approximative. Non, c'est pas comme ça. D'accord? Dire le salaire de l'autre, ça ne tue pas. Ça nous arrange, ça nous aide. Et dans notre pastorat de famille, comme je suis dedans, ça fait quelques années, nous avons rencontré des familles qui avaient des difficultés juste parce que les gens ne disaient pas la vérité sur leur situation financière. Nous avons croisé un couple. Le monsieur travaillait dans une grosse boîte à Abidjan. La femme faisait ses petites activités avec son marché d'Aloko. D'accord? Dans la pratique, la femme avait pratiquement le même salaire, hein, parce qu'elle avait vraiment une industrie d'Aloko. Mais en même temps, le monsieur, il disait qu'il doit pouvoir sécuriser sa famille. D'accord? Donc, il souscrit à une opération immobilière. D'accord? Donc, il a souscrit à une opération immobilière avec les assurances et autres. Donc, le salaire a vraiment diminué. Et chaque fois que la femme lui demande quelque chose qu'il faisait avant, il ne pouvait plus. Mais il n'a pas dit à la femme, voici mon salaire, voici les engagements que j'ai pris. Et donc, ça a commencé à avoir vraiment à saper les bases de la famille. Jusqu'à ce que le monsieur se confie à un membre de l'association de famille chrétienne. Mais on lui a demandé, est-ce que la femme connaît ton salaire? Elle dit non. Chez nous, on dit que si la femme connaît ton salaire, tu vas mourir. Voici les préjugés. Deuxième chose, est-ce que les engagements
que tu as eu à prendre, est-ce que la femme est au courant? La femme n'est pas au courant. Donc, voici que notre frère de lui dit, fais asseoir ta femme, même si elle ne sait pas lire, il faut lui dire le salaire, il faut lui dire les engagements qui sont sur le salaire. D'accord? Et puis tu vas voir sa réaction. Je crois que la femme va pouvoir t'aider. Il a réfléchi pendant une semaine. C'est la deuxième semaine, il a eu le courage d'aller dire à sa femme, voici. La femme a pleuré pour dire à son homme, tu fais beaucoup. Mais il faut nous dire pour qu'on puisse t'aider. C'est ça. Il faut nous dire tes souffrances. Quand on va chez le médecin, il faut dire au médecin ce dont tu souffres pour qu'il puisse apporter le médicament adéquat. Donc la femme dit, ce que tu as par mois, sans réfléchir pour notre foyer, donne-moi et je vais faire ce que je peux pour que notre famille puisse vivre. Et la femme a tenu jusqu'à ce que les engagements du monsieur puissent leur permettre de déménager. Vous comprenez? Mais c'est parce qu'on ne dit pas, on ne communique pas sur nos salaires. Donc, dans même l'établissement du budget familial, la communication est très importante. Il faut être sincère et véridique. Il faut dire la vérité. C'est ce qu'on fait. Alors, moi, j'ai une question. On sait qu'il y a des obligations et des obligations qui sont vraiment très sérieuses, mais l'argent sert parfois aussi à de petites distractions. Et si on dit tout, est-ce que tu pourras enlever 100 francs et non payer ton loco alors que la maison n'est pas payée? C'est la crainte. Et souvent, est-ce que toutes les femmes seront aussi compréhensives que la femme de l'exemple? Donc, deux volets. Ok. Dans l'établissement de budget familial, il y a le volet de l'argent de poche. C'est important. C'est ça. Tu ne vas pas aller payer un dessous pour madame si elle veut. Vous voyez, on ne va pas aller payer rasoir pour le monsieur. D'accord? On leur donne l'argent de poche pour que chacun puisse se distraire, faire ce qu'il a envie de faire dans cette enveloppe de l'argent de poche. D'accord? Boire une bière, ça ne tue pas. D'accord? Donc, il faudrait... Le budget familial, c'est pas statique. C'est dynamique. D'accord? Donc, même à chaque mois, le budget peut changer. D'accord? Nous avons pris le temps pour serrer pendant 6 mois et qu'en juin ou bien en juillet, on doit pouvoir être assez flexible pour aller peut-être s'amuser un peu. D'accord? Donc, le budget, il est dynamique. Il peut changer à chaque étape, d'accord, de la vie, du mois ou bien des semaines. D'accord? On a eu une activité, une entrée d'argent supplémentaire. On peut modifier le budget de sorte qu'on puisse acheter un complet d'épargne à madame, monsieur peut s'acheter une paire de baskets. Donc le budget, il est dynamique. Mais il faudrait pouvoir donner l'argent de poche pour que chacun puisse faire ses propres dépenses. Parce que dans l'établissement du budget familial, il y a les besoins. Il y a des besoins qui sont collectifs, propres à la famille, gaz et autres, mais il y a des besoins individuels. Et c'est l'argent de poche qui doit pouvoir nous permettre d'assurer les besoins individuels. Alors moi, ça me fait bien rire parce que j'ai entendu des personnes débattre. Ne pas déclarer dans certaines entreprises, il y a des primes qui existent. D'accord? L'homme, il connaît on va dire, le salaire fixe de sa femme, mais il se trouve qu'elle refuse de déclarer ces primes qui arrivent trimestriellement. Est-ce que c'est dans le bon ton? Elle refuse de déclarer parce qu'elle estime que elle n'a pas besoin puisqu'il connaît le salaire déjà de base. Ok. Le souci, c'est que ou bien nous sommes en couple, ou bien nous sommes des cohabitants. C'est la difficulté. Parce que nous sommes en couple, nous sommes mis en couple pour le bonheur de notre couple et surtout nous permettre d'être sains ensemble. Mais si on ne déclare pas les primes, on ne déclare pas les salaires,
Mais c'est de l'égoïsme. C'est le bonheur, notre bonheur propre que nous sommes en train de défendre. Mais si mettre tout ensemble, évoluer ensemble, faire les activités ensemble, je crois qu'on doit pouvoir déclarer ce qu'on a et puis faire les choses de manière consensuelle. Ça me semble un peu réaliste, cette transparence totale, là, même les activités extra, tout ça, tout, absolument tout. Ça nous coûte quoi de déclarer et de faire de bons projets ensemble? Ça nous coûte parfois, parce qu'on ne le fait pas parce que parfois, il y a des retours de paroles qui sont peut-être blessants. Oui, nous avons parlé de ça peut-être hors antenne. Ce sont les paroles que on a hérité certaines paroles aussi. D'accord? On hérite certaines paroles de sorte qu'on dit, si je fais trop pour lui là, demain si telle situation se produit, ça va... Vraiment, ça sera un peu compliqué. La phrase claire dit que quand tu souffres avec un homme, c'est la venue de ta camarade femme qui prépare. Vous comprenez? Mais c'est pas faux à 50%. On constate. On constate. Oui, mais ne faisons pas des constats, notre manière de vivre, d'accord? Vivons pleinement ce que nous avons à vivre, d'accord? Ayons confiance. Parce que c'est par rapport à la confiance que nous sommes mis ensemble. Ben, excusez-moi, il y a quand même un petit truc qui me marque. Avant, quand j'observais nos mamans quand même, elles c'était des femmes battantes, pas forcément dans des entreprises, mais elles avaient leurs activités. Et quand on voit que c'est vraiment compliqué sur papa, ben, elles ont toujours la solution. Mais si elles déclaraient cette solution-là, est-ce qu'elles allaient pouvoir venir en aide au moment opportun? Parce que les juretiens, à la fin, quand il y a un trou, ça permet de boucher. Hein. Elle nous donne pour conseil, moi, clairement. On dit, la femme ne doit pas toujours tout déclarer. C'est-à-dire, elle doit garder un petit truc. Quand c'est chaud dans le foyer, elle vient en aide. Donc, maintenant, vous nous demandez de tout déclarer. Bon, tout déclarer, quand demain, il y a un souci, on dit, mais j'ai déjà tout déclaré. On dit, non, fouille encore bien, vas-y, cherche, et ceci, cela. Bon, après... Ok. Ça me fait penser à l'histoire des régimes. Des régimes dans le mariage. Il y a la communauté de biens. Oui. Et puis, il y a la séparation de biens. D'accord? La communauté de biens dit qu'on doit avoir un seul compte, on doit mettre tout dedans et puis on va faire les dépenses de la famille. D'accord? Et ce compte-là peut être géré conjointement ou bien une personne peut gérer le compte. Il y a le régime de la séparation où chacun a son compte, chacun a ses biens et puis on trouve une formule pour mettre de l'argent de côté pour les besoins de la famille. D'accord? Et chaque régime a ses conséquences. D'accord? Mais dans ces quelques années de crise en Côte d'Ivoire nous a permis de savoir que le régime de la séparation aide les familles. D'accord? Monsieur et madame ont mis leur argent ensemble. D'accord? Si l'activité de monsieur ne marche pas, on prend l'argent de monsieur de l'entreprise pour combler. Si ça ne va pas, on prend l'argent du bien commun si c'est la communauté. Mais si il y a la séparation, on prend les ressources du monsieur pour gérer ses problèmes. Et on laisse les ressources de madame pour que la famille puisse vivre. D'accord? Donc, si on va sur cette base de ce qu'on ne doit pas pouvoir tout déclarer, faisons des comptes à part et puis réglons le problème des dépenses de la famille dans un compte commun qui va permettre à la famille de vivre. Donc 3 comptes différents pour monsieur, pour madame et le compte conjoint pour les deux. Pour les deux. En réalité, c'est ce qui, en fait, on est en réalité mariés sous le régime de la communauté de biens, mais on vit comme
Nous étions sous le régime de la séparation. De la séparation. Quand M. Yao dit que la séparation c'est bien, on a l'impression que l'Église encourage plutôt les familles à aller vers la communauté. Parce que même dans les mariages, dans les mairies, quand on dit séparation de biens, il y a un murmure de désapprobation qui prend la foule. Les gens ont l'impression que c'est un manque de confiance, que c'est quelque chose qui montre que le monsieur ne veut pas partager. Souvent on dit le monsieur parce qu'on ne s'imagine pas que la femme a l'argent aussi. Le monsieur ne veut pas partager. Est-ce que c'est réel? Ce sont des préjugés en fait. Par exemple, l'ambassade du Bénin en Côte d'Ivoire, depuis la création de l'ambassade, a refusé que les Béninois sur le territoire ivoirien se marient avec le régime de la communauté. Parce que les Béninois sont arrivés en Côte d'Ivoire en tant que commerçants. Et lorsque un commerçant est en train de faire une activité, l'activité peut foirer. Et si l'activité foire, la famille va mourir. D'accord? C'est pour ça que eux, en tant que commerçants, ils refusent la communauté. Et c'est cette mentalité que nous devons avoir. Parce que nous devons être entreprenants. Et quand on entreprend, il y a le facteur risque. Le facteur risque permet d'orienter les revenus. Si tu as pensé au facteur risque, que ce que nous sommes en train de mener comme activité peut foirer, tu ne vas pas mettre en péril la vie de ta famille. De sorte que la séparation t'arrange quand on est entrepreneur. Quand on est commerçant, la séparation nous arrange pour aider, pour faire vivre la famille. Sinon, la famille court un grand risque si l'activité ne marche pas correctement. C'est ça. Ce sont des préjugés. La loi permet de réguler la vie, mais la loi n'est pas la vie. Faire la séparation ou bien la communauté, ce sont des lois, ce sont des normes pour mettre de l'harmonie, mais ça ne fait pas la vie. On s'aime pour vivre ensemble pleinement notre truc, notre amour, ça n'a rien à voir avec des régimes. On peut vivre pleinement en étant dans le régime de la séparation, mais vivre intensément sa vie de couple et de famille. La loi, ça permet d'orienter la vie, mais la loi n'est pas la vie. Donc la séparation sur papier, mais dans les faits, ils sont en communauté puisqu'ils partagent tout. Alors que d'autres sont en communauté sur papier, et dans les faits, ils sont en séparation. On cache tout. Voilà. Non, si je comprends bien ce qu'elle a dit là, pour le moment, on peut garder un peu, non? Pour les coups durs. C'est pas mauvais, non? C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Sauf que cet argent qu'on garde, on doit pouvoir prendre pour solutionner des situations de famille. C'est ça. C'est ça. On ne doit pas demander, on ne doit pas faire la courbette. On doit voir, on doit apprécier la situation et puis venir en aide tout simplement. D'accord? Voilà, on a gardé de l'argent à côté. Et puis on voit que nous sommes en train de broyer du noir. Nous devons pouvoir agir promptement pour pouvoir sauver l'honneur de la famille. Alors moi, quand j'entends budget familial, c'est quelque chose qui doit avoir de la bonne foi. Parce qu'on ne peut pas être en train de faire un budget ensemble et puis derrière, il y a des dépenses que l'autre ne sait pas. C'est pour ça que nos parents nous donnent toujours des conseils de garder un peu d'eau de côté quand la soif va arriver. En fait. Parce que je crois que le Bénin, il pratique aussi la polygamie, n'est-ce pas? La polygamie, c'est le Cameroun, c'est le Bénin. Il y a des pays africains qui pratiquent aussi légalement, le Gabon, c'est certain, la polygamie. Donc souvent, la séparation de biens, ça aide dans le foyer polygamique parce que pour l'héritage des enfants, tu en as fait 2, et puis les co-épouses en ont fait 7. Et puis ton argent, là, vous tu savez, quand on installe une représentation diplomatique dans un pays, on respecte la loi du pays. En fait, voilà. Donc chez nous, en Côte d'Ivoire, eux, ils ne peuvent pas faire ça. Voilà. Ils ne peuvent pas se marier à plusieurs femmes. Ce n'est pas possible. Il faudrait tenir compte de la loi ivoirienne. Voilà. Donc, c'est la réalité. C'est pour ça, en Côte d'Ivoire, pour pouvoir se marier à l'église, il faudrait présenter le certificat de célébration civile. Et si tu ne présentes pas ça, tu dois être poursuivi. Tu seras mis en prison pour 5 ans et tu dois payer une amende. Les mariages religieux sans célébration civile. Voilà. Ça n'existe pas. Ça existe. Chez les catholiques, certainement pas que ça n'existe pas. Mais ça il y a d'autres n'existe pas. églises qui peuvent mais il y a des gens qui se cachent pour faire ça.
Et la loi interdit ça. Mais nos frères musulmans, ils se marient à la mosquée d'abord avant d'arriver à l'église. Pardon de faire une digression, mais c'est un sujet qui m'étonne un peu. Ils se marient à la mosquée d'abord, souvent avant de venir à la mairie. Hein. Bon, nous, en tant que catholiques, nous respectons l'autorité. Et la loi est claire. Dans le code civil ivoirien, on ne peut pas faire de célébration religieuse sans présenter le certificat de célébration civile. La loi est claire. D'accord. Pour en revenir au budget, qu'est-ce qui se passe si, en train de se concerter, les parents ne sont pas d'accord, par exemple, sur une dépense? Moi, je veux quitter Angré pour aller habiter à la Palmeraie, la maison sera 2 fois plus chère. Moi, je veux que l'enfant aille dans une école tel type. Et puis, les dépenses créent vraiment de la tension. Qu'est-ce qui se passe? Puisqu'on collabore à hauteur de nos compétences. Donc, normalement, s'il y a un débat, comment on tranche? Nous devons nous entendre pour établir le budget. Et j'ai dit que pour établir le budget, il faudrait être lucide. C'est ça. On ne rêve pas pour établir un budget. Nous devons nous asseoir pour répertorier les revenus sûrs. Et puis attribuer à chaque chapitre de dépenses le montant qui va avec. Vous avez, on prend un montant comme ça, on a 100 000 francs. Quand on met tous les revenus ensemble, on a 100 000. Et puis on croit qu'avec 100 000, on peut habiter Cocody. La foi. C'est la foi. Le Seigneur fait. C'est un rêve. Non, ça c'est un rêve. Alors que dans le mariage, on ne rêve pas. C'est ça. D'accord? Donc, la loi ivoirienne nous dit que on participe au mariage en proportion de ses capacités. Donc, si tu crois que on doit pouvoir aller vivre à Cocody, c'est que ton salaire te permet de faire ça. Donc, il ne doit pas avoir de tension. Le monsieur apporte ce qu'il a. La dame apporte ce qu'elle a. Et puis, par rapport à ça, on établit le budget. Mais si le budget nous permet de mettre notre enfant au lycée municipal, on met notre enfant au lycée municipal. Si le budget nous permet de mettre notre enfant au collège Mermoz, on s'en va mettre notre enfant au collège Mermoz. Mais on ne doit pas rêver. On doit être lucide. On doit faire répertorier les revenus sûrs. Et puis répertorier les dépenses obligatoires. Si on croit qu'on a tout répertorié et que le budget ça doit s'équilibrer en ressources et en dépenses. D'accord? On ne doit pas penser à un bénéfice qui va venir dans tel mois et qu'on doit pouvoir bâtir un budget. Et si ça ne vient pas? On prend un cas simple. Que non, comme on vend de l'eau glacée doit pouvoir nous payer. Et si on est dans un temps où il pleut beaucoup, il fait froid, on ne paye pas l'eau. Et donc, on ne peut pas bâtir un budget sur le revenu de l'eau glacée qu'on va pouvoir vendre pour nous aider. C'est ça. Donc, il faut être lucide. On ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Donc, on ne doit pas pouvoir se tuer, se bouffer le nez, parce que monsieur veut telle chose, madame veut telle chose. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Oui, il faudrait être réaliste. Réaliste. Quand on connaît par exemple des familles où les hommes sont beaucoup, regardons sur les dépenses. D'accord? On doit être réaliste. Vous avez précisé que dans l'établissement des dépenses ou du budget familial, il doit y avoir une enveloppe pour les petits plaisirs personnels. Si. D'accord, ça c'est l'argent de poche personnelle. Oui. Mais et les plaisirs à deux? Oui, on doit pouvoir aussi budgétiser ça. Voilà. Mais quand tu tombes sur un homme pink, entre griffes, ben, on peut plus se faire plaisir, soi-disant, on est focalisé sur un objectif bien précis et tout ça. Bon, finalement, même 5 000 francs pour aller manger, ne serait-ce peut-être chaque 2 mois, on peut plus se faire ce plaisir à cause du budget restrictif de la famille et tout ça. Je crois que nous devons penser que tout ce que nous avons à faire de bien permet d'allonger un peu notre vie. N'est-ce pas? Si. Qui a dit que s'amuser un peu
ne permet pas le sourire que nous avons, partager une bouteille de bière entre frères, ça nous permet d'augmenter à quelques minutes, quelques secondes de notre vie. Hein. Parce que le sourire, la bonne humeur permet de traiter quelques maladies. Les stress et autres, ça nous tue. Mais la bonne humeur permet de rectifier certaines choses dans notre organisme. N'est-ce pas? Donc, on croit que être trop chrétien, être trop focalisé sur les objectifs, c'est ça qui va nous permettre. Tu peux être focalisé sur tes objectifs. Tu atteins l'objectif. Bon, tu fais comme Moïse. Il était focalisé à atteindre la terre promise. Et puis, il voit la terre promise, il n'arrive pas là-bas. Il n'arrive pas. Comprenez? Donc, on doit pouvoir vivre pleinement notre temps bien et juste selon ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur même a dit à ses disciples, arrivé à ce moment, après avoir travaillé, il dit, retirons-nous un peu. C'est ça. Tout à fait d'accord. On se retrouve, retirons-nous un peu. C'est ça. Pour nous reposer, nous ressourcer, prendre des forces neuves pour venir continuer le travail. C'est ça. Mais on va faire ça. Est-ce qu'on va faire ça dans notre salon? On peut s'évader. On peut s'évader. C'est vraiment beau. J'espère que les hommes entendent, les femmes aussi. Retirez-vous de temps en temps. C'est très important. Donc, on établit dans le budget un montant pour les retirages. Alors, moi, j'ai une question. Quel conseil donner à une personne qui a épousé quelqu'un d'extrêmement dépensier? On a lu sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est fondé ou pas, le témoignage d'un homme qui est vraiment nanti, mais dont l'épouse passe son temps à prendre crédit partout, chez les vendeuses de pagne, les gens encaissent sur la route partout. Donc, il ne sait plus comment faire. Ils sont déjà mariés. Il n'est pas question de divorce, hein, mais on gère comment un conjoint extrêmement dépensier? Bon, il faudrait pouvoir parler toujours, communiquer. Communiquer avec la dame, communiquer avec les enfants, communiquer en famille, prier en famille. D'accord? Parce que le budget se fait avec la communication. Il faudrait parler. Il faudrait parler. Et puis, il faudrait mettre la réalité en face de cette personne dépensière pour dire que la vie ne s'arrête pas à ce qu'on vit tout de suite là, à la réalité. On doit pouvoir prévoir les vieux jours. Et si on n'arrive pas à mettre de l'argent à côté, à faire des projets pour demain, quand on n'aura plus la force de nous battre, notre vie sera misérable. C'est ça. Notre vie sera misérable. Et puis, il y a des exemples autour de nous. Il y a des exemples à montrer aux autres qu'on doit pouvoir préparer l'avenir. On était en train de faire une activité et puis il y a un de mes frères qui dit « Ah, dans 2 ans, je vais à la retraite. » Mais quand je regarde le frère et sa petite famille, et puis il dit dans 2 ans, il va à la retraite, il va partir au village. Il n'y a aucune réalisation là-bas. Tu vas partir dormir dans une maison en banco que les parents ont construit. Mais ils vont t'insulter là-bas. Tu es parti en ville, tu n'as rien fait. Et tu es venu t'approprier le patrimoine de la famille. Donc il faudrait dire à cette personne-là que la vie ne s'arrête pas à ce qu'on voit. Que demain aussi, hein, comme les chanteurs disent, quand il pleut, il faudrait recueillir un peu d'eau. C'est ça. Parce que demain, il peut y avoir rupture d'eau. Donc il faudrait pouvoir préparer demain. Et préparer demain, c'est maintenant. C'est quand on commence à travailler qu'on prépare demain. Il ne faut pas faire comme ces travailleurs qui arrivent au seuil de leur retraite et puis ils s'en vont demander au patron, pardon, il faut me donner 2 ans. J'ai bien préparé ma retraite. Pendant 30 ans, tu n'as pas pu préparer. C'est 2 ans qu'ils vont te donner là que tu vas pouvoir préparer. Donc il faudrait dire à cette personne-là que c'est maintenant qu'on doit pouvoir préparer demain.
Parce que demain, c'est source de problèmes. Parce que nous vieillissons et les maladies viennent s'installer dans notre corps. Et les maladies sont budgétivores. Et si on n'a pas préparé demain, si on n'a pas mis l'argent à côté pour préparer les vieux jours, pour préparer des dépenses qui peuvent nous surprendre. Il y a des cas de maladie qui viennent à l'improviste et puis qui viennent vraiment bousculer la famille. Et donc, il faudrait préparer demain. Dire à la personne, chaque jour, insister pour dire, comme on est déjà liés et qu'on ne va pas se séparer, il faudrait faire cette pédagogie, utiliser les moyens pour instruire cette personne à voir demain. Demain, là, c'est très proche. C'est ce que je peux dire. Est-ce que les enfants sont concernés par le budget familial? Est-ce qu'on leur en parle? Parce qu'il y a des enfants aussi. Mon ami, il a eu tant. Mon ami a son vélo. Est-ce qu'on en parle aux enfants? On en parle aux enfants. Les enfants s'asseyent pour faire le budget familial avec la famille. C'est ça. Il faut leur inculquer ça. Il faudrait leur inculquer ça. Il faudrait leur parler du budget. Il faudrait leur parler des projets. Il faudrait leur parler. Sinon, ils vont demander la lune. Donc, les enfants aussi doivent connaître le salaire des parents. Comment? Les enfants aussi doivent connaître le salaire de leurs parents. Ils peuvent connaître le salaire des parents pour ne pas demander ce que le parent ne peut pas payer. D'accord? En tout cas, pour ma petite expérience de famille, Oui. les enfants savent. J'allais en venir d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez me partager votre expérience? Si, nous avons 2 grands-enfants. D'accord. Il y a un qui a un master d'économie, il y a un qui est en physique-chimie. On sent la fierté du papa. Oui, bien sûr. Ils connaissent les salaires et on fait le budget. C'est ça. Parce qu'on fait la prière en famille et on partage le budget et les projets. Oui, on doit faire telle chose, telle chose, telle chose. Pour cela, on ne doit pas faire telle chose, telle chose, telle chose. Pour votre argent de poche. Parce que vous partagez quoi, c'est temps. Maintenant, quand vous serez en vacances, c'est temps. Si, ils savent. On partage les difficultés. Et on leur dit, vous devez, par exemple, la période de Corona, les enfants ne partaient pas à l'école. C'est ça. D'accord? Mais on avait continué à leur donner le même montant d'argent de poche. Et avant de leur donner, on leur a dit qu'à la fin de Corona, lorsque vous allez repartir à l'école, nous allons faire le bilan pour voir ce que vous avez pu économiser. Puisque vous êtes à la maison. Vous prenez le petit déjeuner, vous prenez tout. Donc, nous, on vous donne l'argent sciemment. Et puis, à la fin, on va faire le point. Et je vous assure que les enfants, parce que les parents sont là, ils n'économisent pas. Ils gaspillent tout. Et on prend les situations de la vie pour leur donner une leçon. Quand je leur dis ça, le 29 mars 2021, j'étais en train de partir en voyage quand j'ai fait un accident. J'ai fait une sortie de route. C'était un peu terrible. Et donc, comme je leur dis qu'ils doivent pouvoir économiser de l'argent pour des situations qui peuvent arriver qu'on ne sera pas en mesure de leur donner l'argent, donc, sciemment, quand la situation est arrivée, je ne leur ai pas donné l'argent de poche. Après, on est revenu pour faire la prière en famille pour leur dire, qu'est-ce que je vous ai dit? Que quand on vous donne de l'argent, ils pourraient pouvoir économiser. Parce que les parents ne seront pas toujours là pour vous donner. Parce qu'il y a des situations qui peuvent se produire. Et si Dieu ne me protégeait pas, que je mourrais dans l'accident. Vous voyez? Donc, on partage ces expériences avec les enfants. On leur donne les projets. Qu'est-ce que nous devons faire à moyen terme, à long terme? Qu'est-ce qu'on doit pouvoir faire? Ils sont au courant. Et par rapport à ça, nous faisons le budget. Nous faisons le budget. Très, très enrichissant. Vraiment. Vraiment, vraiment. J'espère que les téléspectateurs prennent note et qu'ils vont commencer à pratiquer toutes ces choses. Déclarer vos salaires, c'est important. Il nous reste juste quelques minutes pour terminer. Oui, il est temps de partager les mots de fin. Voilà, laissez M. Yaou nous donner des conseils avisés. Et puis, voilà, nous dire son mot de fin. Je vous dis merci de nous avoir invités. Je veux dire à mes frères et à mes sœurs
que faire le budget familial nous évite les stress. Faire le budget familial nous permet de vivre décemment et simplement. Pour que les situations ne nous surprennent pas, on doit pouvoir s'asseoir, établir de bons budgets, mettre les revenus sur papier, lister les dépenses obligatoires et puis attribuer à chaque chapitre de dépenses le montant qui va avec. Faire un budget familial ne veut pas dire que nous ne devons pas avoir quelques temps de loisirs. Parce que les temps de loisirs nous permettent de faire le bilan un peu de ce que nous vivons et de repartir sur de nouvelles bases. Sortir un peu ne doit pas pouvoir annuler des chapitres de dépenses dans notre budget familial. Ce que nous voulons dire aussi de ce budget familial, c'est que nous devons préparer nos vieux jours. Pour préparer nos vieux jours, il faudrait pouvoir mettre dans les chapitres du budget familial un chapitre d'économie. Il faudrait économiser de l'argent pour pouvoir faire face aux dépenses imprévisibles et surtout préparer demain. Un enfant doit pouvoir dépasser son papa. C'est ça. Ce que nos parents n'ont pas pu faire parce qu'ils étaient illettrés, parce qu'ils n'étaient pas assez cultivés, nous devons pouvoir faire maintenant parce que nous avons les connaissances qui vont avec. Donc, dépassons nos parents, essayons de rectifier les erreurs que nos parents ont commises pour que demain aussi nous soyons des exemples pour nos enfants. Je vous remercie. Je me retire pour ne pas applaudir. On va laisser Reine nous donner le mot de fin et rendez-vous. N'oubliez pas, même fréquence, même heure. Alors, pour terminer, je voudrais dire, mieux vaut prévenir tout simplement que guérir. Déclarez vos biens. Asseyons-nous en famille et discutons de nos dépenses du lendemain avec nos enfants, car demain sera meilleur si nous mettons à profit tous ces conseils que nous avons entendus aujourd'hui. Portez-vous bien. We are